Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans l'entreprise comme dans la vie personnelle, bien des blocages ne relèvent ni du manque de compétences, ni d'un défaut de volonté, mais de schémas profonds, hérités, quelquefois enquistés. C'est ici que l'hypnose peut entrer en scène, non pas seulement comme un art pour gérer les conflits apparents, mais comme une voie d'accès à soi, un outil d'exploration et quelquefois de recadrage. On y a recours, étonnamment, parfois, dans le monde de l'entreprise. Et nous en parlons ce matin. Et si vous avez des avis, des questions ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre. Ce sera de 10h à midi. Et ce sera au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique, tous les jours, jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et c'est vrai que c'est un sujet inédit que nous abordons ce matin. Qui eût cru ? Nous allions parler d'hypnose ce matin dans nos experts. Eh bien, c'est quelque chose qu'on explore dans le monde de l'entreprise. Et nous sommes ce matin pour en parler avec un praticien, mais qui est venu à sa manière à cette pratique, parce qu'il est business coach. Et nous sommes avec Yann Kadim Chnaoui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour ces 2 heures d'émission. Alors, il y a beaucoup de sceptiques, il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup d'interrogations. Et quand on parle d'hypnothérapie, et même d'hypnothérapie appliquée à une forme de meilleure compréhension de soi-même et du groupe dans lequel on évolue, que peut être l'entreprise, on peut avoir déjà une difficulté à cerner de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas expérimenté, c'est très difficile, mais c'est la gageure qui va être le nôtre en ce début d'émission. Yann Kadim Chnaoui. Bonjour. Bonjour Badr, merci pour cette invitation. Je salue le courage. Le courage d'inviter l'hypnose sur des ondes radio, passer des ondes θ Oui. Ah. à des ondes radio. Il y a une approche scientifique, parce qu'il y a les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes θ, et puis les ondes gamma quand on est ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas tout à fait associé naturellement au bleu. Mais pourtant, on va essayer de surfer sur ces ondes-là ce matin. C'est plutôt associé à du rouge, de l'orange. Oui. Il faut se mixer avec. Oui. Alors, je te remercie vraiment beaucoup pour cette émission, cette invitation, et je salue vraiment le courage d'inviter l'hypnose dans un contexte qui est très professionnel. Il s'agit d'être curieux pour les choses de la vie. Exactement. Il s'agit d'être curieux pour les choses de la vie. Alors... Mais pour certains, effectivement, il peut y avoir une réticence de principe quand on ne sait pas de quoi il en retourne précisément. Et ceux qui en ont fait l'expérience ont peut-être un autre regard. Alors, s'il fallait s'adresser aux uns et aux autres, oui, pour essayer de faire comprendre de quoi il en retourne quand on parle d'hypnose, oui. Il y a une approche parfois rationnelle et scientifique qui est plus compréhensible ou qui est plus acceptée quand on aborde les choses de ce point de vue. Yann Kadim Chnaoui. Alors exactement, Badr, merci. L'hypnose, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui est profondément humain. Nous passons par des transes quotidiennement. Et le truc, c'est que il faut inviter l'hypnose dans la vie en général et dans le milieu professionnel en particulier. Pourquoi ? Il faut savoir que lorsqu'on conduit, on va être en état d'hypnose quelque part. On va se retrouver à passer des feux verts, à s'arrêter à des stops, à faire attention aux piétons, à droite, à gauche. Et on va être super vigilant, mais en mode automatisé. On va même plus faire attention à sa façon de conduire, à sa façon de passer des vitesses, à sa façon d'accélérer ou de freiner. Donc vraiment, ce pilotage automatique, on peut l'adopter dans toutes les circonstances de la vie, y compris en milieu professionnel. Donc pour reprendre ta question exactement que j'ai oubliée, si tu veux bien me la rappeler. Non, mais c'est très simple. S'il fallait essayer de définir de quoi il en retourne quand on parle d'hypnose ou d'hypnothérapie, ça recouvre quel type de pratique ? Parce que oui, il y a beaucoup, disons, de compréhension quand on regarde ce sujet-là de l'extérieur qui peuvent être éloignés de ce que c'est en réalité. Yann Kadim Chnaoui. Alors en réalité, l'hypnose, on pourrait le dire en marocain, c'est un état où on va aller puiser certaines ressources, mais tout d'abord, on va mettre le corps dans un mood de super tranquillité, d'apaisement et de relaxation, où on va venir laisser émerger des réflexes automatiques. Des réflexes, ça peut être des réflexes de guérison, ça pourrait être des réflexes de concentration.
Et généralement, on va venir utiliser l'hypnose, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu personnel, pour améliorer des comportements, voire même probablement les faire évoluer. Pas complètement les faire changer, mais les faire évoluer vers quelque chose de meilleur. Alors pour les néophytes, effectivement, l'hypnose, ça a une connotation sulfureuse. Ça a une connotation de métaphysique, d'ésotérisme, de magie, voire même de charlatanisme. Vous voyez que quand on vient expérimenter ces états-là, on se rend compte que finalement, c'est des états que nous vivons au quotidien, mais cette fois, on va les utiliser dans des contextes bien particuliers selon nos intentions. Alors, on va utiliser un certain nombre d'états dans lesquels on rentre pas nécessairement consciemment, mais à des buts consciemment définis. Donc, Tout à fait. alors déjà, la porte d'entrée, donc c'est souvent la question de savoir quels sont les buts qu'on peut identifier, sur lesquels on peut agir par ces états. Et le deuxième aspect, c'est dans quel cadre, parce que on peut effectivement s'adresser à un groupe, mais on peut aussi, et on associe davantage cet état-là, parce que quand on parle d'hypnotiseur, il y a beaucoup de spectaculaires, et des fois, effectivement, il en est qui pratiquent cette discipline à grande échelle. Il y a des spectacles que tout un chacun peut avoir en tête. Et puis, ça se fait dans un cadre alors thérapeutique. Oui, Et ça, c'est davantage associé à de l'individuel. exactement. Et ça, c'est encore autre chose. En tant que praticien, j'imagine que on identifie davantage. Il y a beaucoup de récurrence par rapport à certaines demandes. Et effectivement, il s'agit pour nous peut-être d'essayer de comprendre lesquelles. Et qu'est-ce qu'on identifie par la possibilité de rentrer consciemment dans ces états-là, dans lesquels on rentre sans s'en rendre compte soi-même. Yann Kaline Chinaoui. Karim. Kalim. Oui. Alors effectivement, on peut rentrer dans des états, on en parlait tout à l'heure en off, par exemple avec la méditation, on peut vraiment basculer dans des états de transe qui sont purs, qui sont simples, qui sont surtout pas guidés par quelqu'un. Et c'est ce que nous cherchons en fait. Nous les hypnothérapeutes, moi mon but, mon objectif primordial, c'est que la personne, au bout d'une séance, à tout casser, au bout de 2 séances, elle va être capable de s'auto-hypnotiser et d'arriver à ce qu'elle souhaite avoir en termes d'objectifs. En termes d'objectifs, que ce soit au niveau de objectifs de carrière, puisqu'on est dans un contexte professionnel, mais aussi dans des objectifs, par exemple s'affranchir de phobies, avoir beaucoup plus de liberté, pouvoir parler en public, pouvoir parler à la radio. Je me suis auto-hypnotisé tout à l'heure. Donc, effectivement, on va pouvoir s'affranchir de beaucoup de choses et l'hypnose va venir donner un espace de liberté, va venir donner un espace, on pourrait dire même sacré, avec soi-même. C'est un espace où on va pouvoir se lâcher, se libérer de certaines croyances, réunir certaines ressources, venir ramener certaines ressources que nous avons vécues ou des ressources qu'on voudrait exploiter pour notre futur. Alors, quelqu'un Oui. qui va nous aider à y rentrer consciemment dans ces états-là. Oui, Alors, il peut y arriver à disons, à nous guider sur ce chemin-là, davantage lorsque on est dans un cadre individuel, où on s'adresse à une personne, ou davantage dans le cadre où on s'adresse au groupe. Parce que dans l'entreprise, il y a des interventions, ou des interventions entre guillemets, qu'on fait, qu'on adresse plutôt au groupe, parce qu'il y a des collectifs, il y a des équipes qui travaillent, et des interventions plus individuelles, Exact. des entretiens par rapport aux volontés des uns et des autres. Et Tout ça, à fait. c'est encore autre chose. Alors, comment on procède? tout à fait. Alors dans le monde, dans l'entreprise, il serait malvenu d'exploiter l'hypnose et les techniques hypnotiques pour travailler sur un groupe. Franchement, malvenu. C'est une question d'éthique, c'est une question de respect des libertés individuelles. C'est surtout une question de respect des capacités des uns et des autres et des modèles de développement des uns et des autres. Chacun va pouvoir évoluer à sa façon. Comment on va faire? On va tout simplement venir chercher les gens en termes d'individualité, faire en sorte qu'ils soient alignés avec leur mission de vie eux-mêmes, pour ensuite les faire fusionner tous ensemble dans un groupe qui est, je ne vais pas dire, j'aurais utilisé le mot assujetti, mais non, c'est pas ça, mais c'est une réalité qui est dans l'entreprise. On va venir en fait remodeler l'état d'esprit d'un groupe pour que ça aille dans le sens d'une vision
d'une vision, la vision des RH, la vision des RSE, la vision des managers. Mais qu'est-ce ou que des ça veut leaders. dire généralement? Ce sont des, disons, à chaque fois qu'on a des ressources humaines, on souhaite Oui. simplement qu'elles aient plus de joie, plus d'entrain et moins de démotivation, ou qu'il y ait Exact. plus de fluidité au sens le plus générique du terme dans le travail qu'il s'agit d'accomplir au jour le jour. Et Mhm. cette envie-là, elle peut décroître très rapidement par la force de l'habitude, par Tout la à force fait. aussi La des, routine. la routine et ainsi de suite. Mm. Donc souvent, c'est ce qu'on va essayer de définir en tant que DRH lorsqu'on Exact. va peut-être envisager le recours à ce type d'éléments. Et comment on y parvient? Alors on va y parvenir tout simplement en rappelant à la personne pourquoi elle est venue frapper aux portes de l'entreprise la première fois, pourquoi elle a été recrutée cette première fois, pourquoi elle a décidé de signer un contrat et qu'elle s'est alignée avec un état d'esprit, avec une façon de voir l'entreprise. Ces personnes-là, tout simplement, pourquoi elles vont être démotivées au bout de 2 ans, 3 ans, voire même de 6 mois? Parce que leur perception de leur vie, leur perception de leur futur eux-mêmes en entreprise a basculé à droite ou à gauche. Ils ne sont plus alignés avec leur mission de vie. Et c'est là où on va aller chercher pour chacun en termes d'individus, où est-ce qu'ils en sont? Quelles sont leurs valeurs actuelles? Quelles sont les valeurs qu'ils devraient mobiliser? Où est-ce qu'ils en sont au niveau de leurs croyances? Ils ont passé le filtre avec des croyances qui étaient limitantes quelque part? Oui, mais cela dit, ce qu'on peut constater dans la pratique, dans beaucoup d'appréciations qu'on a des raisons, des motivations principales pour lesquelles on peut, disons, sentir en soi la nécessité d'être au travail tous les jours, Mhm. ben, c'est parce qu'il y a un besoin tout simplement de subvenir à ses propres besoins et d'indépendance financièrement parlant. Donc il y a parfois quelque chose d'alimentaire, mais qui peut être en décalage avec ce qu'on aurait généralement souhaité faire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui regardent des matchs de football ou un certain nombre oui, de personnes passionnées, il y a quelque part de l'admiration, de l'envie par rapport effectivement à ces personnes qui ont trouvé leur voie. Ce qui Exact. n'est pas nécessairement le cas de tout un chacun qui effectivement trouve l'énergie nécessaire de se lever, de se réveiller et d'aller au travail. Donc quand on constate ce décalage, on ne peut pas, je le crois, et c'est pas véritablement une objection, mais je ne suis pas certain qu'on trouve une adéquation entre les missions de vie qu'on va essayer d'identifier des uns et des autres et les objectifs de l'entreprise. Et de ce point de vue, est-ce qu'on peut établir de façon extérieure cet alignement si on en a la volonté, par les moyens de l'hypnothérapie ou de l'hypnose tout court? Ouais. Alors, je te remercie, Badr. Tu me challenges et j'adore ça. J'adore ça. Dans la mesure où, je ne sais pas si tu connais, Hadik, l'expression, quand on fait de son travail une passion, on ne va plus du tout travailler de toute Oui, sa vie. je crois que c'est une phrase de Lao Tzu que Ouais. peut-être Oui, que je crois bien que c'est quelqu'un là qu'on oui, bah, faites de votre passion votre travail de tous les jours et vous n'aurez plus jamais à travailler. Bah, Exact. c'est la phrase, disons, Exact. dit en substance, Tout à fait. cette chose-là. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on va chercher. C'est l'adéquation qu'on va chercher. Quand on est, par exemple, salarié, le nec le plus ultra pour beaucoup de salariés, c'est de devenir entrepreneur, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, directeur. Ouais. Est-ce que ça coïncide avec nos valeurs? Est-ce que ça coïncide avec nos capacités? Est-ce que ça coïncide avec nos moyens ou nos ressources? Est-ce que ça coïncide vraiment avec ce que l'on souhaite vraiment être dans la vie? Ou bien c'est juste la société qui nous fait miroiter cet état, ce statut? La question qui se pose ici, c'est, vous avez des salariés qui passent en mode entrepreneur parce qu'ils ont été alignés avec eux-mêmes, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Et que ça coïncide exactement avec Oui, leur et puis parcours de vie, leur différentes chemin. façons de trouver des activités sur lesquelles on peut entreprendre des actions. Entrepreneur, c'est un terme tellement vaste qui recouvre parfois une activité agricole, une activité on va avoir une forme d'indépendance, une activité où on va travailler en société, on va travailler plutôt en nombre collectivement. Mais ça recouvre tellement de choses. De Tellement. même pour le salariat. Exact. Donc mais c'est vrai que il y a quelque part des appréciations positives ou négatives du statut de salarié ou d'entrepreneur qu'on peut entre guillemets formuler ou figurer dans son esprit, qui peuvent être éloignées de ce qu'on souhaite véritablement faire. Vraiment être, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc, imaginez par contre l'entrepreneur
qui finalement a osé, a fait le pas et tout, mais qui finalement, dans son fort intérieur, il veut travailler en groupe, parce que ses valeurs font qu'il veut s'immerger dans un groupe, il veut avoir beaucoup plus de reconnaissance, il veut vraiment, il est porté sur l'humain, tout simplement. Oui. Donc il va trouver un cadre où il va complètement s'épanouir et s'émanciper dans ce cadre-là, dans le cadre de l'entreprise. Et c'est là où on agit. En tant qu'hypnothérapeute professionnel, je vais faire en sorte de détecter les talents des gens. Pourquoi ils sont venus dans une entreprise, Nharloul, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont démotivés quelques mois après, ou bien quelques années après. Et on va venir retrouver avec les ressources, avec le potentiel, avec la niaque dans laquelle il était, dans laquelle il s'inscrivait il y a quelques années de ça ou quelques mois de ça, et on va les réajuster en fonction du contexte actuel. Le contexte actuel, ça peut être un nouveau manager, une transformation, un changement, une évolution dans l'entreprise, un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et c'est là où l'hypnose est super importante, c'est qu'elle est complémentaire à toutes les techniques de coaching, à toutes les techniques en PNL, à toutes les techniques de TCC, à tous les outils que nous utilisons quotidiennement. L'hypnose va venir cimenter tout ça, va venir sublimer les outils en établissant une véritable connexion humaine avec les individus. En tout cas, on établit une connexion parfois simplement en écoutant des sonorités qu'on va essayer d'apprécier, puisque nous avons la respiration musicale. Bon, il y a d'autres interrogations, parce que si effectivement il y a un guide, il peut y avoir une volonté qu'on peut imaginer quelquefois extérieure à la sienne. Et c'est là où quelquefois le débat commence, parce que souvent, si l'intervention de l'hypnothérapie est à l'initiative de la direction ou de l'entreprise, effectivement, la question de savoir si on accepte ce chemin-là va nécessairement se poser. Mais on va aborder toute cette thématique. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. Si vous souhaitez prendre la parole, partager des avis, poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission des experts ce matin. Nous allons essayer de cerner de quoi il retourne quand on parle d'hypnothérapie. Alors, on disait, disons que c'était des techniques ou des états qu'on pouvait également expérimenter dans l'entreprise. On va y venir. Mais d'un mot sur l'assise scientifique derrière ces techniques, parce qu'il y a une connaissance, un apprentissage, une pratique. Disons, et des expériences dont on a essayé de tirer avantage à des fins particulières. Et quand on parle de thérapie, c'est la notion de soin qu'on peut entendre en sous-texte, même de façon même plutôt assez explicite. Alors, quelle est l'assise scientifique derrière ces techniques et ces connaissances-là, qui sont associées, il faut le dire, à certaines figures? Exact. Certaines figures, Oui. des figures qui ont traversé les âges, les décennies. Je pense notamment à Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose ericksonienne, Oui. moderne telle que, pas moderne, mais ericksonienne telle que nous l'entendons. Et justement, j'ai été formé à l'Arche Paris, donc qui est l'Arche, c'est les initiales de l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne à Paris. Mhm. Et au niveau de l'Arche, on a une formation qui est assez pointue pour aller chercher justement ces référents-là, comprendre comment ils ont fait, comment ils ont réagi. Il faut savoir que Milton Erickson, en fait, a été atteint d'une maladie, peut-être la polio, Oui. exact. Et Il s'est auto-hypnotisé. il s'est auto-hypnotisé jusqu'à refaire fonctionner tous ses membres. Ça a commencé par le gros orteil, jusqu'à aller... Il devait réapprendre, entre guillemets, la motricité depuis le début, Tout d'une à certaine fait. façon. Exactement. Oui. Et plus récemment, il y a aussi Joe Dispenza. Joe Dispenza qui a été complètement alité suite à un accident, si je me rappelle bien, un accident de cyclisme, et il a été complètement immobilisé. Et donc ce monsieur-là a aussi redéployé énormément de ressources pour pouvoir y croire, ne serait-ce qu'y croire. Alors que c'était soit avoir une chirurgie qui était lourde, qui pouvait l'handicaper à vie, soit ne rien faire et y croire, avec le pouvoir de son intention. Et quand on va aller lire les livres de Joe Dispenza ou voir ses vidéos, c'est excellent. Et ça donne envie d'aller justement sur cette voie, un peu plus loin dans cette voie. Alors, l'hypnose telle que je la pratique, c'est une hypnose moderne qui est ouverte sur énormément de disciplines, à commencer par les neurosciences.
Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on va se baser sur les neurosciences, on va se baser sur Oui, tout. Joe Dispenza, il est lui-même médecin. Donc, Exact. donc il aborde longuement, en long et en travers, même si il y a différents noms qui peuvent décrire les états auxquels on peut accéder par l'hypnose. Mais si on essaie de comprendre, entre guillemets, scientifiquement, Oui, cette notion d'hypnothérapie, oui. quelles sont les assises scientifiques si on essaie d'avoir cette approche-là des choses pour essayer de comprendre de quoi il en retourne? Alors, les assises scientifiques, en fait, on commence à évoquer la plasticité neuronale. Tout repose sur ça, à mon sens. Dans la mesure où, lorsqu'on va vouloir modifier un comportement, on va rentrer dans cet état qui va nous permettre de réexploiter nos ressources d'une autre façon. Je vais m'expliquer. Par exemple, j'ai eu un traumatisme quand j'étais petit, un traumatisme avec l'administration marocaine. Ça, c'est un cas concret. À toi, ça. Un truc que je prends juste comme ça. Et ce traumatisme-là, Maître Mohamed Alami va nous écouter plus attentivement encore. que nous saluons, en passant. Oui. Et donc, mais vraiment, hein, j'avais des sueurs et énormément de stress quand j'allais, d'ailleurs maintenant même ma voix s'en rappelle. Subhanallah. Et donc quand j'allais par exemple récupérer un dossier ou la Muqatta'a, mais vraiment j'étais en mode stress. Phobie administrative. Phobie administrative, ça a un nom que j'ai cherché mais qui est tellement compliqué que je me suis dit, c'est pas la peine de faire un ancrage hypnotique justement. Et donc quand j'allais là-bas, c'était... Mon corps se rappelait d'émotions, de stress, de peur. Et tout ça venait de croyances qui étaient derrière. Des croyances dans mon histoire personnelle, avec ma famille et tout. Des années plus tard, je me retrouve, mais à chaque feu rouge, à chaque sens interdit, à chaque stop, je me retrouve dans une phobie par rapport à la police, par exemple, par rapport à l'administration. Et un jour, je me suis dit, waouh, Baraka, tu es hypnothérapeute, tu vas faire ça, tu vas faire ton auto-hypnose et tu vas tout arranger. Le truc, c'est que tout simplement, j'ai pu modifier ma façon d'aborder la sûreté nationale ou la sécurité nationale. Je me suis dit un jour, écoute, tu vas les revoir d'un autre regard. Et là, j'ai redéployé d'une autre façon mes ressources internes. D'une autre façon, j'ai replastifié, remodélisé mes chemins neuronaux. J'ai adopté d'autres circuits qui sont légèrement modifiés. Oui. Donc mais je passe d'un état ou d'une perception des choses à une autre perception des choses, tout à fait, en identifiant clairement mon intention au départ. Exact. Mais pour faire ce chemin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que ceux qui nous écoutent, ils nous disent, bon, s'il suffisait simplement d'identifier le chemin qu'on a envie de prendre et ensuite, comme par magie, on arrive à faire ce chemin-là, bon, ça nous intéresse, mais comment c'est possible? Parce que on peut avoir beaucoup de mal à identifier le parcours, pas à pas, qu'il s'agit de faire. Et en ce sens, s'il fallait dire ce chemin de façon un peu plus élaborée, que j'arrive d'un point A et je veux arriver à un point B, et j'y arrive en essayant d'identifier que j'ai vraiment envie d'arriver à ce point B. Il y a une kalima. Exact. Alors c'est là, en fait, vraiment on peut parler de magie. Pourquoi on va parler de magie? Et même en entreprise, on a vu souvent des gens changer du jour au lendemain, sans aucune explication logique, sans aucune explication scientifique, mais il y a un déclic. Et généralement, ceux qui ont expérimenté l'hypnose ou expérimenté l'hypnothérapie, puisqu'ils sont venus changer certains comportements, là, s'affranchir. Souvent, certains veulent simplement s'affranchir de certaines addictions, comme le tabac. Ils ont essayé ceci, ils ont essayé cela, et puis ils se disent, pourquoi pas l'hypnothérapie? D'ailleurs, c'est un des premiers reportages que j'avais fait avec un hypnothérapeute, nous en parlions, c'était par rapport à ce besoin-là. Qu'avaient les personnes et bon, par le bouche à oreille, ils ont pu expérimenter ces états-là. Exact. Quand on expérimente ce genre d'état, il y a un mot qui est récurrent, lucidité, clairvoyance, ou tout simplement, ah ouais, c'est ça. Et franchement, c'est tellement simple et aussi tellement puissant que ça finit par être paradoxal, d'où le côté sulfureux qui en ressort. Alors, dans l'exemple qu'on a dit, il y a une perception par rapport au respect des règles, à l'autorité, à l'administration, aux agents publics et ainsi de suite. Bon, j'ai envie de changer cette perception. Alors, comment tu t'y es pris Comment je m'y suis pris? Tout simplement, maintenant, la police, pour moi, me défend.
La police, pour moi, préserve mon intégrité physique. La police va venir préserver même mon intégrité intellectuelle, si Oui. j'ai envie de m'exprimer. Y a Mais ça, personne- c'est des idées. c'est des idées, Walekini, c'est un état d'esprit. Comment on intègre ces idées en soi? On les intègre, en fait, tout simplement dans un état qui est justement l'état de transe dont on parlait tout à l'heure en Oui. off. C'est un état qui va venir nous calmer, nous rassurer. Et c'est un espace sacré, quasi sacré, où il y a des choses qui vont émerger. D'accord. Une autre façon de voir la vie qui va émerger. D'accord. Bon, donc il faut y aller par étapes parce que ceux Ouais. qui n'ont jamais expérimenté ou qui ne savent pas de quoi nous parlons, c'est un état, donc il s'agit d'y entrer. Parce qu'on y entre sans s'en rendre compte et puis on peut y entrer consciemment. Oui. On peut y entrer soi-même Oui. et on peut nous inviter à y entrer, c'est le rôle de l'hypnothérapeute. Oui. Mais alors comment on fait quand on a la démarche consciente d'y entrer dans cet état? La méditation, la prière, les invocations, tout ça sont des moyens pour pouvoir y rentrer. Je ne vais pas m'étaler sur des techniques hypnotiques. Oui. On peut voir un Parce point qu'il y a des pendant... démonstrations quelquefois spectaculaires. Exactement. Et franchement, les démonstrations spectaculaires, quelque part, tous les hypnothérapeutes qui sont censés accompagner les gens pour qu'ils s'auto-guérissent, tous les hypnothérapeutes se disent « Ouais, l'hypnose de spectacle, elle nous fait du mal ». Non. Pour moi, l'hypnose de spectacle permet de montrer à tout le monde que ça marche, que ça fonctionne. Oui. Vous savez, il y a Ouais, toujours... Je sens le sceptique. Non, non, du tout, du tout. J'essaie simplement de comprendre. Les méfiances, généralement, tiennent au fait qu'on essaie de délimiter des territoires. Il y a ceux qui exercent comme moi, ils font partie du même groupe. Il y a ceux qui font autre chose. Et c'est des pelés, des galeux, quand on a envie de pointer J'aime des bien doigts. l'expression. Mais Ouais. c'est aussi simple que cela. Et c'est vieux comme le monde. Il est 10h42 minutes. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, après la respiration musicale. Et bien entendu, nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis à faire entendre ou des questions, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et avec notre invité qui est business coach, mais qui est hypnothérapeute et qui se propose quelquefois dans le contexte de l'entreprise d'utiliser ces outils que nous essayons de cerner ce matin. Alors quand on parle d'hypnothérapie, qu'est-ce qui fait qu'on y vient? Alors tu disais qu'il y avait ce bagage, ou cet apprentissage qu'on peut faire en fonction des doctrines, et c'est vrai qu'il y a une hypnothérapie ou une hypnose qui a des assises modernes, et on a cité quelques références. Et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on se dit il faut aller toquer à ces portes qui se proposent d'explorer certains outils? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Est-ce que c'est le fait de voir dans son entourage une forme d'efficacité quand on a recours à ces techniques? Est-ce qu'on peut sentir en soi une forme de potentiel, entre guillemets, pour guider les uns et les autres dans ces états de transe? Est-ce qu'on veut davantage aider? Qu'est-ce qui fait qu'on y vient? Alors, il y a quelques années de ça, les gens allaient chez les hypnothérapeutes en dernier recours. Ça venait après le psychiatre avec sa médicamentation, Oui. ça venait après le psychologue, ça venait après le coach sportif, le nutritionniste, ça venait après beaucoup de praticiens, hein, je ne dénigre absolument pas tous ces gens-là. Et c'était vraiment le dernier recours. Arlem Chonchoufou, l'hypnothérapeute, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Et Oui. depuis quelque temps, franchement, c'est très très récent, hein, depuis 1 ou 2 ans, les gens commencent à avoir ce premier réflexe. Aller voir un hypnothérapeute. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est doux, c'est agréable et c'est efficace. Et c'est puissant. Puissant dans la mesure où on va venir vraiment s'inscrire dans des comportements transformateurs, évolutifs. C'est efficace et c'est surtout, c'est sympa d'aller voir un hypnothérapeute. Ça fait cool. On pourrait dire ça même comme ça. Oui, Et mais nous- en tout cas, c'est une expérience qui sort de l'ordinaire, voilà, qui est qui sort un peu exotique. de l'ordinaire. Mais ça, c'est par rapport aux personnes qui vont penser à l'hypnothérapie Ah oui. en tant que recours. Oui. Mais pour ce qui est de devenir hypnothérapeute, c'est encore autre chose. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit on peut avoir un talent pour exercer ces techniques? Et qu'est-ce qui fait qu'on se dit bon, on va essayer de faire des études, parce qu'on évoquait effectivement L'Arche. oui, l'arche et le parcours personnel. Qu'est-ce Bien qui fait sûr. qu'on y pense à cette voie-là? Alors,
moi, je pense que tous les chemins mènent à Rome. Ah. Même si Rome peut être sur plusieurs continents, probablement. Personnellement, je ne peux parler que pour moi-même. Hein. Personnellement, j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile parce que j'étais passionné d'automobile. Et il s'avère que j'avais aussi une autre passion à l'âge de 15 ans, 16 ans. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, écoute papa, j'ai envie d'être psychologue dans ma vie. Et ça remonte à 30 ans de ça. Hein. Oui. Ça remonte à 30 ans de ça. Donc il y a 30 ans, mon père, il me dit, écoute, je vais être psychologue, mais tu es fou, surtout psychologue au Maroc. Ouais. Donc, Ça trouve un écho familial que je ne pourrais pas évoquer à l'antenne. donc du coup, Mais qui n'est pas personnel, je le précise. Donc du coup, je me retrouve à revisiter ma bibliothèque, à côté des livres d'El Auto-Journal, Auto-News, Auto-Magazine que j'avais à l'époque sur l'automobile. Et ben, il y avait plein de bouquins sur tout ce qui était métaphysique, ésotérique, tout ce que, bon, les ovnis, les pyramides et j'en passe. Et il y avait un bouquin sur l'hypnose. Ah. Et des années plus tard... C'est quel bouquin C'était la bibliothèque rouge où il y avait tout ce qui Donc, était anormal, tout ce qui était scientifique, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Et donc, entre autres, j'avais un bouquin sur l'hypnose et qui parlait d'hypnose médicale. L'hypnose médicale, sachant que l'hypnose médicale aujourd'hui, elle fait des avancées énormes, beaucoup plus que dans l'entreprise. Des hôpitaux, notamment en France, pour adoucir. Pour adoucir les thérapies. Oui, même par rapport effectivement à l'appréciation de la douleur. Exact. Pour la faire diminuer par rapport à ceux qui la ressentent de façon assez aiguë. Et effectivement, la médicamentation peut avoir certaines limites. Si elle est évitable, on essaie de l'éviter. Quand ce n'est pas possible, elle est prescrite tout simplement en milieu médical. Alors, on va faire un petit teasing parce que je garderai la suite dans les idées par rapport à ce récit-là. Mais on fait patienter une auditrice qui nous appelle d'Agadir. C'est Madame Besma. Qui est avec nous, mais dont on écoute l'écho de la radio. Alors, c'est un peu délicat. Bonjour. Oui, bonjour, mais je crois que vous mettez le haut-parleur ou peut-être les écouteurs, ce qui nous rend difficilement audible. Parce que je suis... Oui. J'écoute votre émission, c'est très intéressant déjà. Alors, merci à vous. Pour cette intervention enrichissante. Je voudrais justement rebondir par rapport à la mission que vous avez abordée, l'intégrité intellectuelle. Ce qui m'a justement interpellée pour réagir. Vous avez abordé cela en rapport avec... est-ce que c'était en rapport avec l'hypnothérapeute en lui-même ou bien en rapport avec le patient qui cherche à bénéficier de cette thérapie, justement? Parce que lorsqu'on parle de l'intégrité intellectuelle, on est en train de parler dans un cadre de tout ce qui est, on va dire, parce que je suis justement c'est ce que j'enseigne à mes stagiaires, soi-disant. Donc vous avez abordé ça en rapport avec l'hypnothérapie. C'est la première fois que j'entends cela. Et ça m'a vraiment interpellée. Donc, en quoi justement l'intégrité intellectuelle peut favoriser, on va dire, cette hypnothérapie et en quoi on va permettre sa réussite? C'était ça mes questions, justement. La notion d'intégrité, c'est quelque part préserver une forme de soi ou une extension de soi. Alors, l'intégrité intellectuelle et l'hypnothérapie. Alors, c'est peut-être une intention qu'on peut mettre au devant, mais est-ce que l'hypnothérapie peut nous aider à préserver une forme d'intégrité physique, intellectuelle? C'est bien ça la question. J'ai pas bien saisi pour tout vous dire, Madame Besma. Alors, c'est aussi ça, justement. D'accord, donc je disais, vous avez abordé l'intégrité intellectuelle dans le cadre de l'hypnothérapie, alors que l'intégrité intellectuelle, c'est un mot, on va dire, interdisciplinaire, plutôt que à la psychologie, à chaque crise, entre autres. Et en quoi est-ce que cette intégrité intellectuelle peut être bénéfique au sein de l'hypnothérapie, justement? Ah d'accord, je comprends bien. Alors peut-être des éléments de réponse, mais restez avec nous si on a une interprétation haute de ce que vous entendez vous par l'intégrité intellectuelle. Oui. Je vous remercie pour cette question, elle est très agréable à saisir au vol. Oui. On va plus parler d'intellectuel. Ça, c'est une réponse d'hypnothérapeute. On va justement essayer mais vraiment d'aller au-delà de l'intellect. Parce que ce sont toutes les cellules d'un corps, ce sont tous les comportements, toute la conscientisation de tout ce qu'on a vécu dans la vie
qu'on va essayer de désintellectualiser justement pour être dans son intégrité psychique et dans son intégrité, on va même parler peut-être d'âme, human being. À ce moment-là, on va rentrer dans un mood où tout ce qui est intellectuel, on va l'écarter. Pourquoi ? Si on est venu voir un hypnothérapeute, c'est qu'on a déjà vu un coach, on a déjà vu un psychologue, on a déjà vu un psychiatre. Garachi, tout ce qui est intellect, on va le mettre de côté. Et on va venir écouter ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Justement, cette intégrité intellectuelle n'a pas une place très spéciale dans l'hypnothérapie, c'est ça? L'intégrité, c'est à 100%, on va chercher à 100% l'intégrité. Mais l'intellect, on va le mettre de côté. Parce que jusque-là, l'intellect, c'est source de souffrance, c'est source de surenchère dans les idées, c'est des tâches qu'on va venir nous encombrer avec, des croyances de la société et nous-mêmes. Et on va essayer de mettre ça dans une petite case, vous savez, dans un petit tiroir à côté, où on pourra le ressortir lorsqu'il faudra, lorsqu'il y aura des ressources qui sont vraiment intéressantes à aller chercher dans cet intellect. Et là, on parlera de capacité et de ressources. Et comment est-ce que vous vivez justement ce recours tardif vers l'hypnothérapie après avoir consulté psychologue, psychiatre, machin? Comment est-ce que vous expliquez ce recours tardif à l'hypnothérapie? Donc à ce moment-là, lorsqu'on est conscient de ce que l'hypnothérapie peut faire, on peut justement recourir à cela dès le premier temps. Pourquoi attendre, justement? Oui, justement, c'est pour ça que Badr Saoudi m'invite. C'est pour initier les gens, justement, les sensibiliser par rapport à la puissance de l'hypnothérapie et de l'hypnose en général. Il s'agit simplement d'envisager les voies qui existent. Et puis, effectivement, la curiosité peut nous amener à interroger les possibilités qui existent. Alors, effectivement, quand on veut obtenir un certain résultat, à titre personnel ou même dans l'entreprise, il y a différentes façons auxquelles on peut penser pour effectivement accomplir un certain chemin. L'intellect est un outil, mais l'intellect fait partie d'un ensemble qui est un peu plus vaste, qui est peut-être aussi notre esprit, la psyché. Et ce monde de la psyché, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine quelquefois. Effectivement, à ce moment-là, on peut envisager d'autres cordes ou d'autres ficelles. Et de ce point de vue, il me semblait intéressant d'évoquer l'hypnothérapie, parce que quand on parle d'état de transe ou de technique ou d'état méditatif ou effectivement des états sur lesquels on peut avoir des moyens d'action pour changer la mémoire qui se réactive de façon automatique, eh bien c'est intéressant de savoir dans quelle mesure on peut guider les uns et les autres par rapport aux objectifs qu'ils définissent. Et ces objectifs sont par nécessité individuels. Quand on parle à un DRH, il a ses objectifs qu'il va énoncer. Quand on parle à un individu, il a certains aspects qu'il souhaite accomplir, voir fleurir dans sa vie. Mais cela dit, pour ce qui est du chemin permettant à ce qu'on aboutisse au bout du compte à ce résultat, effectivement, il y a différentes façons de procéder. Et en ce sens, l'hypnose en est une. Tout à fait. L'hypnose est une corde. Une corde à mettre à son arc ou à son instrument de musique. C'est une corde complémentaire, supplémentaire, qui va venir donner cet effet quasiment magique, mais cet effet qui va venir sublimer beaucoup de choses. Mais je crois que Madame Basma, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous à l'antenne, je voudrais vous redonner la parole par rapport à vous, ce que vous avez senti comme besoin en vous-même. Si on s'adresse à un psychologue, c'est qu'on est quelque part en état de détresse. On ressent un besoin ou un état de détresse. Mais si vous envisagez le fait de recourir à un hypnothérapeute, c'est par rapport à quoi précisément dans votre vie? Je ne sais pas, ce que vous venez justement de dire, c'est que l'hypnothérapie, ça peut fonctionner même au milieu des entreprises, au milieu du travail, etc. Donc c'est très intéressant, c'est ce que je viens d'apprendre de chez vous tout de suite là. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que là, on n'entend que psychologue de travail, psychothérapie, mais jamais, on va dire, presque jamais l'hypnothérapie, surtout au sein des entreprises, etc. Alors que ça peut être très bénéfique. Milton Erickson était invité dans les plus grandes universités américaines, par les branches de psychothérapie, et de la même manière, il y a des
psychothérapeutes et des psychologues qui utilisent les techniques de l'hypnose dans leur pratique. Donc il y a beaucoup plus de passerelles que ce qu'on imagine. Même s'il y a beaucoup de chapelles, effectivement. Chacun prêche pour la sienne. Voilà, et c'est ça parfois la difficulté qu'on peut observer. Donc il s'agit parfois de dénigrer ceux qui arpentent d'autres chemins. Alors, il est 11h00. Je vous remercie, Madame Besma, pour cette prise de parole. On reste à l'écoute des avis, des témoignages, des questions si vous en avez, ou même des interventions, quelles qu'elles soient. Vous avez encore, chers auditeurs, 1 heure pour nous contacter. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais ce sera après le flash d'information qui nous est présenté, comme on l'avait annoncé tout à l'heure, par Zineb Judy. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous sommes ce matin avec notre invité que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Yann Karim Chnaoui, qui est hypnothérapeute et qui est également business coach. Et on peut avoir plusieurs vies avant d'explorer effectivement d'autres chemins ou d'autres façons de faire. Et on y venait au parcours qui était le vôtre, parce que je le crois, on ne devient pas hypnothérapeute par hasard. Alors, il s'agissait de se reconnecter à une expérience ancienne qu'on avait il y a de cela une trentaine d'années, si j'ai bien entendu, 15 ans. Il y a un livre, il y avait un côté où on mettait les livres scientifiques, ésotériques et ainsi de suite, et puis le souvenir d'une lecture de jeunesse. Et puis Exact. Et puis, les choses ont suivi leur cours dans le milieu automobile, dans le secteur automobile pendant des années. Oui. Où j'ai pu vivre en tant que déjà commercial automobile. L'art d'exercer une forme d'influence sur autrui. Exactement. On s'influence tout le temps, tout le monde s'influence. Mais bien sûr, les enfants influencent leurs parents, les parents essaient d'influencer leurs enfants et certains y arrivent avec un certain succès. Ah oui. Même les chats nous influencent pour leur kfta. Absolument. C'est vrai que nous sommes sensibles à certains miaulements ou certaines sonorités un peu plus que d'autres. Exactement. Oui. Donc, suite à des années de secteur automobile où je vivais vraiment de ma passion, je ne travaillais pas. J'étais en plein dedans, je me cherchais toujours des défis, des challenges, en total hors zone de confort. Oui. Et c'est là où j'ai pris conscience un jour que j'étais en total burn-out. Burn-out, pourquoi ? Parce que j'avais fini, pas fini ma carrière, mais je me suis retrouvé dans un moment où j'étais dans un super bureau, une assistante et tout allait bien, soi-disant. On est généralement content, des bureaux un peu plus grands et un cadre un peu plus... Oui. Mais ça m'avait coupé des 4 roues, de tout ce qui roule vite, de tout ce qui tourne vite et tout. Donc progresser, ça vous a éloigné de... Progresser, ça m'a éloigné de ma passion, en fait. Moi, je kiffais, entre guillemets, l'automobile et tout ce qui roule, tout ce qui bouge très vite. Oui. Et donc, du coup, voilà. J'ai arrêté. Et pendant tout ce parcours d'une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que j'aimais bien les gens, finalement. Que j'adorais les gens, que j'adorais communiquer avec les gens, que j'adorais nouer des relations, que j'adorais aussi, j'aime toujours beaucoup ces relations que nous établissons, qui sont entre communication, influence, négociation et séduction. Et là, c'est tous les ingrédients nécessaires pour qui m'ont orienté vers mon métier de coach. Mais qu'est-ce qui fait que, on est commercial dans le secteur automobile, et c'est vrai que être commercial dans le secteur automobile, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, d'un jour, on va s'inscrire à l'Arche et on va explorer les techniques d'hypnose ericksonienne. C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait que on dépose sa démission, on fait autre chose ou on le fait en parallèle ? Oui. Comment ça se passe ? Alors, on fait complètement une reconversion professionnelle. Oui. Parce qu'on cherche l'alignement, en fait. Tout le monde cherche l'alignement. Tout le monde a ce vecteur intrinsèque, cette motricité dans la vie qui va nous mener vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ce qu'il y a de meilleur pour moi, à une certaine époque, c'était de devenir tout simplement, de rentrer en relation avec l'être humain. J'en avais besoin, de retrouver l'homme. J'en avais un peu marre d'aller sur les fichiers Excel, les CRM et les ERP et être en relation avec des gens juste par téléphone ou par brief interposé. Donc j'avais vraiment besoin de cette communication. C'était sec. J'aime bien le mot sec. Hydratons-nous. Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai pratiqué de l'hypnose. C'est très suggestible. En fait, tout le monde est suggestible. On pense qu'il y a beaucoup qui disent moi, non, de toute façon, l'hypnose ne prend pas sur moi. Parce que ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est que vous avez pris une petite bouteille d'eau pour pouvoir réfléchir. Et d'ailleurs, il y a des expressions. On dit
Il y a des expressions qui disent "Tahlak al-ma, Ibn ibn al-Ashan. al-Ashan", tout simplement. Ouais, Et c'est exact. vrai qu'on s'influence, on voit On une... s'influence. Non, on s'influence On s'influence. énormément. Oui. On s'influence, on est tout le temps dans de la communication d'influence. Donc burn-out. Burn-out, Burn-out. et ensuite Burnout, visionnement d'une vie passée, le bouquin sur l'hypnose qui était juste, mais certainement, c'est un fil conducteur. Je me mets au coaching. Ah. Je me mets au coaching avant l'hypnose. Parce que pourquoi? J'adore les gens, j'aime bien surtout écouter les gens. J'aime bien écouter, vraiment écouter les gens, faire ressortir ce qu'ils ont de mieux en eux. Ça, je kiffe. Vraiment, j'adore. J'adore être en présence d'une personne qui peut-être passe par une passe difficile, peut-être qu'elle est en manque de confiance, elle a une mauvaise estime d'elle-même, ou elle pense qu'elle est ci ou ça, qu'elle n'a pas les capacités pour ci ou ça. Et franchement, passer 10 minutes avec une personne comme ça, et la voir se reconfigurer, et on revient un peu à l'intellect, et mentalement, et intellectuellement, et psychologiquement, une petite reconfiguration en interne qui se fait en elle, et qui va venir se voir dans sa posture, dans sa façon de remonter les épaules, dans sa façon d'avoir le menton qui est un peu plus élevé et tout. C'est ce qui m'a fait vraiment adorer mon métier de business coach. Oui. Et donc, pourquoi du business coach à l'hypnothérapie? Là, en fait, la passerelle, elle est un peu plus étroite, un peu plus aiguisée, un peu plus... Évidente. Disons, évidente. Et technique aussi. C'est que lorsque j'utilisais des outils de coaching, il s'avérait que des fois on tournait en boucle pour aller justement revoir les croyances, aller délimiter nos champs, aller revoir nos valeurs, quelles sont les valeurs prioritaires du moment, qu'est-ce qu'on doit vraiment mettre dans son interface, dans son logiciel interne pour aller avancer de l'avant. Et il m'est arrivé souvent de bloquer. Même au niveau des groupes en entreprise, lorsque j'étais en formation, des fois il y avait des groupes qui ne fonctionnaient pas tellement, je n'y arrivais pas vraiment bien parce qu'il y avait une personne qui avait peut-être un pouvoir, une autorité sur tout le monde et qui faisait basculer la chose. Et là, j'ai commencé à m'intéresser sur tout ce qui est communication d'influence et notamment l'hypnose. Et on parlait tout à l'heure de votre premier invité, argentin qui est basé sur Casablanca. C'est un ancien reportage en effet, c'est peut-être le premier reportage que j'avais fait en tant que journaliste, et c'était effectivement avec quelqu'un qui pratiquait l'hypnose pour aider les uns et les autres souvent à se défaire de certaines addictions. Exact. J'étais tout à fait loin de ces thématiques, mais la curiosité... qui est un bon défaut. Mais c'est la curiosité enfantine. On a toujours de la curiosité. On pose, quand on est enfant, beaucoup de questions. Pourquoi les choses? Et on est toujours étonné. Et on peut pratiquer ou la poursuivre un peu plus longtemps et peut-être jusqu'à son terme de la vie. Mais revenons à cet Argentin. Oui. Cet Argentin. Alors cet Argentin, en fait, j'ai été mis sur sa voie grâce à mon épouse. Ah oui. Ouais. Le monde est petit. Le monde est petit, très petit. Exact. Et donc du coup, je suis allé faire un stage chez cet Argentin où j'ai acquis quelques techniques, des techniques d'hypnose humaniste, juste mettre les gens dans un mood où ils seraient dans un mood agréable, propice à l'émergence de certaines choses, notamment effacer certains blocages. Ça me permettait justement de contourner l'esprit conscient. L'esprit que lorsqu'on est en coaching et je vais vous demander alors qu'est-ce qui fait que vous êtes sur cette voie? La personne en face de moi comprend où est-ce que je veux aller en mode coaching, ne serait-ce qu'avec mes questionnements. Je reste quelqu'un d'humain, je reste quelqu'un qui va poser certaines questions et la façon de poser cette question, les mots qui vont être utilisés, va venir rendre vigilant le garde qui est à l'intérieur de la personne. Avec des techniques hypnotiques, on va venir contourner ce c'est conscient. faire baisser cette vigilance. Oui, quelque part oui, c'est faire baisser cette vigilance, mais avec une intention. Toujours l'intention est là. L'intention de s'améliorer, l'intention de se libérer, l'intention d'aller de l'avant de manière beaucoup plus alignée. Ça, c'est très, très important. Donc, oui, là, je suis allé voir tout ce qui est technique hypnotique et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça venait sublimer tous les outils que j'avais de coaching. Ça venait donner du sens à la pyramide de Diels qui va travailler sur l'identité, les valeurs. Ça va venir même... C'est-à-dire la pyramide de Diels. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont légèrement sensibilisés à ça, Diels est un chercheur en PNL. Il y avait Diels et un autre collègue à lui qui ont mis la pyramide de Diels, qui ont, à travers leurs expériences, à travers
des centaines et des centaines de cas qu'ils ont pratiqués, de cas qu'ils ont vus. Ils ont mis, j'en perds un peu mes mots, ils ont mis un schéma qui s'appelle la pyramide de Diels. Donc c'est un schéma qui va venir retracer l'évolution de la psychologie humaine. À la base, on va retrouver un peu ce qui est pyramide de Maslow, c'est-à-dire tout ce qui est besoin physiologique, jusqu'à aller vers des sens de la vie. Et en fait, l'hypnose ou bien l'hypnothérapie va venir avoir recours à ces techniques, à ces outils de coaching. Sachant qu'entre parenthèses, je veux vraiment insister sur quelque chose. La PNL et le coaching tel qu'on le dit, tous les outils de PNL tels qu'on les pratique aujourd'hui en entreprise ou dans la vie privée, ou dans la sphère privée, ce sont des outils qui ont été dénués de leur côté hypnotique. Lorsqu'on passe outre-Atlantique, lorsqu'on va en Amérique du Nord, par exemple, on est toujours dans du coaching avec de l'hypnose. Mais par contre, lorsque ça a traversé le continent, ça a traversé l'Atlantique et qu'on est arrivé en Europe, eh bien, ça a été dénué de ce côté sulfureux. Il faut savoir que les pères de le coaching, de la PNL notamment, ce sont des gens qui se sont fortement inspirés de Milton Erickson. Je pense notamment à Richard Bandler. Milton Erickson, en fait, n'a jamais écrit de livre. Oui. Il a juste inspiré du monde. Oui, mais il faisait des conférences et ces conférences ont été retranscrites. D'ailleurs, tout à fait. Et il faisait des démonstrations dans ses conférences, dans les universités, des chaires de psychologie, effectivement, qu'il invitait. Mais il avait des disciples qui, entre guillemets, enregistraient ses conférences et puis les modélisaient ou les mettaient en livre, entre guillemets, ou les réécrivaient de sorte à ce que cette connaissance puisse être partagée. Mais c'est très difficile de retranscrire par livre et c'est pour ça que c'est des lectures un peu délicates, de retranscrire par livre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Et effectivement, il faut un talent pour cela et tout le monde n'en est pas pourvu de ce talent-là. Donc il y a de l'expérience qu'on en fait qui rend palpable ce type de choses. Et même dans la culture marocaine, il s'agit de l'adapter. Et je voulais aussi aborder ce chapitre-là parce que 11h17 et nous avons fort heureusement une programmation à respecter, même des moments de détente musicale. Et nous resterons, y compris pendant ces moments-là, joignables. Si vous avez des voix à faire entendre, des avis ou des questions, c'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique, tous les jours, jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec Yann Karim Chnaoui, qui est hypnothérapeute, qui est business coach. Alors, il s'agit de reprendre les explications par rapport aussi à la façon dont on peut exercer, entre guillemets, cette guidance. Parce qu'il y a cette notion de guidance, avec des intentions qui peuvent être différentes. Des intentions différentes qui s'ajustent aussi aux besoins qui peut être exprimé par celui qui va essayer de voir dans quelle mesure ces outils-là peuvent lui sembler intéressants. Alors, il y a un contexte dans lequel s'exerce cette guidance, entre guillemets, c'est le contexte marocain. Et de ce point de vue, j'imagine que c'est quelque chose qu'on intègre naturellement à la pratique et aussi à la façon qu'on a de s'adresser aux personnes qui, effectivement, envisagent concrètement des démarches pour appliquer ces techniques-là. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'hypnose est aussi vieille que le monde. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments, il fallait s'auto-guérir. Et c'est vraiment quelque chose que je pourrais même dire de divin. C'est un outil divin qui est au fond de nous, qui est en nous. Et les gens savaient plus ou moins s'auto-guérir avant. Je ne parle pas de guérison, maux de dents et tout. Hein. Là, pour le coup, c'était très difficile de le faire à l'époque. Mais bien avant, remontant à des millénaires avant, on a eu des chamans un peu partout dans le monde, un peu partout dans les différentes cultures. Que ça allait de l'Amazonie à la Mongolie, à l'Amérique du Nord. On a eu beaucoup de sorciers aussi en Afrique et on en a toujours. On a aussi des marabouts. Dans nos cultures un peu plus proches de nous, marocaines, on a tout ce qui est Gnawa. Gnawa qui peut être en soi thérapeutique. Ça dépend de l'intentionnalité qu'on va y mettre par la suite. On a tout ce qui est Issawa, qui sont un parfait exemple de l'hypnose, des techniques hypnotiques et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc effectivement, tout est question d'intention et d'intentionnalité. In fine, l'hypnose est un outil que nous avons tous en nous. Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, mon objectif, c'est qu'au bout d'une séance, voire de 2 séances, la première séance, la personne apprend à entrer en transe.
avec des techniques, avec les techniques appropriées pour elle. La seconde séance, elle est un peu plus stratégique, dans la mesure où on va aller revisiter ce dont elle a besoin. Elle va aller revisiter ce dont elle a besoin. Avec son aptitude à être entrée en transe en première séance, des fois ça va très très vite, vraiment très vite. La seconde séance, elle est là pour verrouiller le tout. Et généralement, je ne la vois pas en 3 séances. Généralement, ça va très très vite. Dans le milieu de l'entreprise, c'est la même chose. Lorsqu'on est aligné, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on est né, on sait quel est le sens de la vie et quel sens on veut donner à notre vie. Oui. Et- Mais comment on exerce ici au Maroc, et Oui. j'imagine, Mhm. bon, de ce point de vue, Oui, que des personnes sont plus réceptives si on s'adresse à elles d'une certaine façon, bien si sûr. si on a recours à certaines notions. Bien sûr. Alors, quels sont ces ressorts auxquels on songe dans sa pratique et qu'on pratique en tant qu'hypnothérapeute qui font que, tout simplement, on trouve des chemins plus courts Des pour- raccourcis. Oui. Des raccourcis. Alors, qu'est-ce Des que ça veut raccourcis. dire Qu'est-ce qui fait écho dans la culture marocaine à cela? Alors, dans la culture marocaine, tout simplement, déjà, on est une culture très portée sur l'auditif. Très, très portée sur l'auditif. On voit tout le monde porté sur la musique. Et la musique donne vraiment des états de transe. Je ne sais pas si vous êtes passé par les derniers festivals que nous avons eus dernièrement. Il suffit de se balader et de voir à quel point la musique emporte les gens. Et comme on est de culture traditionnelle auditive, en hypnose, on va essayer de solliciter le sens de l'audition. En hypnose, on va essayer de solliciter tous les sens d'une façon où le corps va être presque submergé de stimuli. Submergé de stimuli jusqu'au point de se lâcher. Parce que, je rappelle, là, il y a une notion d'intégrité, une notion d'intention, une notion de confiance avec son hypnothérapeute aussi qui est mise en place. Il y a aussi, tout ça est enrobé par un espace sacré, un espace de détente, un espace de repli sur soi, mais un espace de lâcher prise intrinsèque. Et donc, effectivement, dans notre culture marocaine, on a ça, mais je vais dire même, on subit des trans quotidiennement. On subit des suggestions quotidiennement, au quotidien. On a l'habitude de percevoir, on a l'habitude d'absorber, je vais dire, ce que nous donne la société. On est plus enclin à écouter les autres. Dans d'autres cultures, par exemple la culture occidentale, quand on va voir un hypnothérapeute, ça va être porté sur la technique. Ici, au Maroc, on va être un peu porté sur les émotions. Donc moi, en cabinet, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai une personne qui va me dire, écoute, allez, on va vraiment caricaturiser la chose. Ah ouais, c'est cool ça, ma réponse. Ah ouais, c'est cool, qu'est-ce que en quoi ça peut t'aider? Ah oui, on dit, je sais pas, je vais aller sur des genoux qui vont m'aider pour la prospérité ou m'aider pour devenir super puissant. Ah ouais, mais c'est cool, mais c'est bien. Et comment tu peux l'exploiter? Quelles sont tes ressources? C'est quoi tes croyances? Et je vais basculer sur ça. Bien sûr, c'est très caricatural. La personne, alors en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour les voyages en avion. Ça, c'est vraiment une phobie dont je me rends compte qui est super généralisée, ou là parce que c'est saisonnier. J'étais loin d'imaginer que l'hypnose était saisonnière, que l'hypnothérapie était saisonnière. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour l'avion, pour la phobie de l'avion. Ok, je rebondis sur leurs croyances. Et c'est quoi pour toi l'avion? Ouais, c'est beaucoup de vombrissements. Je vais simuler avec eux les états, les conditions. On va aller, mais de manière très profonde, jusqu'à ce qu'il y ait acceptation. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est lorsqu'on accepte son malaise, lorsqu'on accepte sa phobie, lorsqu'on prend du recul par rapport à ce malaise que nous vivons, à cet état, en fait. C'est l'expérience. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi sursolliciter les sens? Mais les sens Oui. auditifs, parce que on est davantage réceptif ici au Maroc, peut-être à ce sens-là. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit sursolliciter ces sens dans la pratique? Dans la pratique quotidienne, je vais toujours faire en sorte d'établir le contact, de garder le contact avec ma voix. Toujours. Ma voix va venir accompagner de A à Z, du point A au point C. Et ça va assurer la sécurité. Ça va assurer la sécurité avec le moment. Ça va assurer la sécurité de tout le protocole.
Et la voix, elle sera toujours là pour accompagner. Eh bien, on peut rester à l'écoute, Oui, en l'occurrence, puisque nous avons encore une trentaine de minutes consacrées à notre thématique du jour. Ce sera après le flash d'information qui nous est présenté à l'instant même par Karim Droné qui vient de nous rejoindre. Et ceux qui souhaitent émettre des avis ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous restons, chers auditeurs, bien entendu, à l'antenne, encore un peu moins de 30 minutes. Je le disais, nous parlons ce matin de l'hypnothérapie. C'est une notion qu'il s'agit pour nous de mieux cerner, de mieux comprendre, parce qu'elle a des usages dans le monde de l'entreprise, mais également à des fins autres. Alors, pour effectivement de se débarrasser de certaines addictions, celle du tabac, entre autres, de certaines phobies, une forme de peur un peu intense qu'on peut ressentir quand on est dans un certain contexte ou quand on observe un certain nombre d'éléments. Et effectivement, les besoins sont très divers. Alors, Très je divers. voudrais reprendre cet exemple-là de l'avion parce qu'il il tombe à point. oui, Beaucoup, d'actualité. oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement de A à Z par la voix? Oui. On y est sensible. Mhm. La voix, c'est une fréquence, et ce sont des ondes, et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre sécurisé? Alors, il y a la voix, et puis il y a la sursollicitation des sens, et puis on va Mhm. entrer dans un état, et dans cet état, qu'est-ce qu'on va faire pour, entre guillemets, se débarrasser de ce dont on veut se débarrasser, en l'occurrence, pour cet exemple-là, la phobie de l'avion. Oui. Alors, on va venir tout simplement démystifier. Démystifier ces phobies. Sachant que ces phobies, elles servent à quelque chose. Les psychologues vont aller chercher le pourquoi du comment et aller à la source. Les hypnothérapeutes vont dire ok, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui se passe. Il y a cette phobie. Quand est-ce qu'elle vient? Quels sont les déclencheurs? Quels sont les influenceurs? Quand est-ce qu'elle est amplifiée? Ok, d'accord, elle est amplifiée de telle et telle façon dans certains cadres. D'accord. Suite à un état de transe, suite à une sursollicitation des sens, suite à une sécurisation de tout le protocole hypnotique, de tout l'accompagnement. On va venir sécuriser avec des ancrages, avec des safe places, avec le visionnement peut-être de plages, peut-être de forêts, peut-être de montagnes qui sont agréables. Tous ces visionnements d'ancrage vont nous permettre de sécuriser l'expérience de A à Z. Ensuite, on va venir s'immerger dans les conditions de l'avion. Les conditions, et je vais aller chercher, mais vraiment, on va aller chercher le scénario idéal, parfait, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour redonner cette peur. Mais puisque ça a été sécurisé de A à Z, on va venir revivre cette peur avec toutes les émotions qu'il faut, consciemment, ولكن on ne va pas s'y immerger émotionnellement parlant. On va aller juste explorer ça comme un film, comme une image, comme un flash info dès le moment Comme présent. quelque chose qu'on regarde de l'extérieur? Exactement. Oui. Là, tu me tends la perche pour des techniques d'hypnose qu'on appelle en associé, dissocié et tout. Effectivement, on peut se voir là-bas dans le siège Flavion, le siège B9 qui est juste au-dessus des ailes ou là, juste au niveau de l'arrière, hein, au-dessus de la soute de la citerne del kérosène. Par exemple, ça va venir aider à amplifier les sensations pour aller chercher le pourquoi du comment. Et on se rend compte que finalement, sous état d'hypnose, bien entendu dans des états de transe, on ne parle plus de transe de Gnawa, ni de transe Zélésawa. C'est une transe qui est alignée, qui est apaisée, qui est relaxante, une transe où on va venir écouter les moindres frémissements de son corps. Et donc dans cet état-là, bien précisément, on va venir revivre avec les conditions. Et on va venir faire des ancrages et désancrages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Désancrer. ancrage et désancrage? Alors, ancrer des ressources qui sont bien. Par exemple, ma dernière... cet exemple. Avion. On va sur l'avion. L'avion, protocole de sécurité, j'ai emmené ma cliente à aller explorer ce qu'elle vivait de mieux dans la vie, une zone de confort. Une place où elle était super bien. Il s'avère que c'était une balançoire sur la terrasse de sa chambre. Il y avait une terrasse et il y avait une belle balançoire. Ça tombait bien pour moi. C'était un truc qui se balançait. Donc elle était bien on est ancrée sur suspendu, en terre. plus. Elle est suspendue.
mais elle est quand même bien ancrée sur terre. Hein. Donc, le truc, c'était de l'emmener à réfléchir à cette position, à réfléchir à toutes ces conditions, tout ce contexte qui faisait qu'elle était complètement apaisée, bercée par la vie en général, hein, vraiment dans un état de quiétude et de bonheur et d'apaisement, de sécurité. 10 minutes plus tard, on était dans des conditions d'avion, dans des conditions où j'ai commencé carrément à faire bouger la chaise et tout pour la mettre en condition. Et c'était suite à son... c'est ce qu'elle voulait vivre en fait. Et c'était sa façon de voir l'hypnose, sa façon de voir l'hypnothérapie. C'était pour elle, il n'y avait que ces conditions-là qui devaient être recréées pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc bien sûr, je suis allé faire le chemin de son scénario à elle, jusqu'au bout. Donc en mettant tous les paramètres adéquats pour l'installer dans ce scénario, pour mettre des ancrages et tout, elle était en plein dedans, elle était en plein dans la peur, le pilote qui était probablement endormi, on a mis mais vraiment toutes les conditions. Tous les paramètres au rouge. Au rouge. Oui. Au rouge. Oui. Tout de suite après, je lui demande de faire un ancrage. Elle s'ancre, dit que la balançoire. Et c'est un parallèle. Le corps suivait les basculements de l'avion, mais en même temps, il était perturbé par les basculements de la balançoire. Et c'est venu fusionner. C'est venu fusionner jusqu'à ce que je puisse faire un désancrage et enlever toute la peur, la phobie de l'avion. Et donc, dans cette place-là, au-dessus de la citerne de kérosène, moi, elle n'a pas choisi la citerne de kérosène quand même, elle a choisi les ailes, ou là où c'était un peu plus safe. Mais elle est restée sur les ailes, avec les balancements de l'avion, mais dans sa tête, dans son esprit inconscient, dans son esprit enfantin, parce qu'on va aller des fois chercher l'esprit enfantin, l'esprit de curiosité, l'esprit de jeu, joueur. On va aller chercher l'esprit Ada. Elle était mais super zen, super calme. Bon, elle est arrivée à Marseille hier. Je t'en dirai beaucoup plus demain si on s'appelle. Comme si ça a fonctionné ou non. Ça, c'est des techniques de désancrage. Alors, exact. Et bon, c'est vrai que la transe est associée à des états un peu extrêmes, oui. Mais ce n'est pas que cela. Et donc, c'est un état où on est un peu plus détendu, relaxé. Effectivement, ceux qui allaient au hammam, on disait, ils y allaient, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en début d'émission. Ah oui, c'est culturel. Alors, il s'agit de recréer quelque part en dehors de... Oui, la chaleur impacte, entre guillemets, notre psyché. Mais aux techniques, je reviens aux techniques de l'hypnothérapie. Oui. Des fois, on essaye de faire un chemin à l'arrière, vers l'arrière plutôt, en essayant d'essayer de faire revivre dans le présent des émotions ou des états ou des éléments qu'on a pu effectivement expérimenter dans notre passé. Des états ressources. Et puis, on peut aussi essayer de se projeter vers l'avenir, dans le futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on essaie effectivement d'utiliser ces ressorts-là? Parce que, in fine, ce sont des ressorts ou ce sont des techniques qu'on utilise en tant qu'hypnothérapeute. Exactement. Yann Karim Chnaoui. Merci Badr. Alors, en fait, au niveau de l'Arche, de l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, on a deux approches qu'on essaye de fusionner de la meilleure façon possible. On peut être dans tout ce qui est biographie, c'est-à-dire aller explorer le passé de la personne, ce qui a été écrit dans ses gènes, ce qui a été écrit dans son mental, dans ses neurones et tout. Comment on peut aller explorer le futur, comment cette personne peut devenir ou veut devenir, vers quoi elle va venir s'orienter. Et généralement, on se rend compte qu'il y a un point d'équilibre entre le passé et le futur. Et c'est ce point d'équilibre qu'on appelle chez nous l'alignement. Ce point d'équilibre, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un leader. Un leader qui a du mal à parler en public. Ok, il trempe des mains. Un leader parce que c'est la nature des responsabilités de son poste ou un leader parce que... Statut. Par statut. Il a de l'autorité, il est peut-être le fils d'un chef d'entreprise, il est nommé à un poste de responsabilité. Oui. Et donc, par son statut, il a une position de dirigeant et de leader, par exemple. Voilà, de leader entre guillemets. Oui. Allez, ou la manager. Allez, on peut aller sur cette position. Oui. Si cette personne déjà n'était pas prête pour ça, n'a pas tout ce qu'il faut en termes de capacité et tout, si cette personne a déjà vécu un traumatisme en milieu professionnel,
C'est-à-dire, je ne sais pas, elle n'était pas prête à un certain moment, la réunion n'avait pas les éléments qu'il faut, les informations qu'il fallait au bon moment, mauvais timing, mauvaises ressources, avec le moment même. Et qu'elle s'est faite lapider par son DG ou par le directeur financier ou le directeur commercial qui est bien sûr, il faut se baser sur les chiffres. C'est-à-dire que la personne a vraiment subi un traumatisme en milieu professionnel. Bien sûr, il y aura le psychologue du travail qui va venir l'accompagner, au cas où il y en a. Il y aura le psychologue du travail qui va venir l'accompagner, venir débriefer avec elle ou avec lui. Mais là où c'est intéressant avec l'hypnothérapie, c'est que cette personne-là, on va lui dire, écoute, on va prendre énormément de recul. À quoi te sert cet échec ? À quoi te sert ce trauma ? Comment tu peux encore mieux rebondir dans la vie ? Comment tu peux, avec ça, en l'ayant assimilé, en l'ayant compris, en l'ayant intégré, comment tu peux aller vers une futurisation? Qu'est-ce que tu peux en faire? Et donc, quelque part, on va venir démystifier l'expérience qui est, entre guillemets, négative, et en faire vraiment une ressource. Et l'hypnothérapie s'y prête encore mieux que toutes les autres disciplines. Pourquoi? Parce qu'elle y met beaucoup plus de sacré dans cette histoire. Elle y met beaucoup plus d'intention. Elle y met beaucoup plus on parlait tout à l'heure d'observation, de physique quantique et tout, d'intentionnalité, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut provoquer, qu'est-ce qu'elle peut sublimer. Oui, sublimer. En fait, je pensais à une locomotive. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en action? Quand on est dans un mode futurisation, on va venir essayer de fusionner avec un modèle. Je vais prendre l'exemple, tout à l'heure tu as évoqué le foot, le milieu du foot. Pourquoi les gens vont voir le foot? Alors déjà pour deux choses. Ils vont le voir pour des moments de... Ah bah, Nia, c'est quelque chose qui... bon. Ça nous parle particulièrement. Bah oui, derrière le moi. football, Nia, ça trouve un certain écho. Exact. Oui. Alors les gens vont aller voir un match de foot ou là, un match de tennis ou là, pour ces instants magiques où la personne est complètement hors de contrôle, dans la zone, ce qu'ils appellent la zone, dans un moment où le corps fait ce qu'il a à faire. L'intellect a été mis de côté, les automatismes ont été mis en exergue. Le revers, il est parfait. Ou là, le coup de ciseau, il est dans les airs, mais il est incroyable, à 7 mètres du sol. Le mec, je ne sais pas comment il a sauté. Ça m'amène à parler de Ronaldo et des futurisations possibles. Lorsqu'on voit, par exemple, un enfant qui va voir les prouesses de Ronaldo, les prouesses techniques, et en plus, quand il va voir un Ronaldo, mais qui est apaisé, qui est serein, qui est riche, qui est prospère, qui a une bonne philosophie dans la vie, qui est bienveillant, qui est altruiste. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais bien entendu. Mais bien sûr. Et c'est Pelé, effectivement, a donné envie à plusieurs générations de Brésiliens de jouer au foot. Exact. Donc aujourd'hui, dans le monde de l'e-sport, en Corée, effectivement, il y a des exemples aussi qu'on peut citer. Et de ce point de vue, c'est vrai Corée du Sud, j'espère. Corée du Sud. Corée du Sud. Oui, effectivement, il y a... Mais c'est... Quand on observe, entre guillemets, un talent, mais on a envie, entre guillemets, on est attiré, il y a une force d'attraction. On est attiré, oui, on peut être attiré. Et quand on est enfant, les choses sont un peu plus malléables que quand elles se figent plus tardivement dans la vie. Et effectivement, cette distance-là s'établit. Alors on peut regarder simplement de l'extérieur et de loin. Quand on est enfant, on ne sent pas, on sent moins l'impossibilité. On a moins de barrières par rapport à ce qu'on devient et par rapport à ce qu'on est. Yann Kalim Chnaoui. Mais ça, c'est par rapport effectivement à la futurisation. Cette technique-là. La futurisation. Oui. Alors cette technique justement nous permet, que ce soit l'enfant ou l'adulte. J'ai un peu des convulsions quand j'entends figé, quand j'entends ça, c'est des mots qui me font peur en tant qu'hypnothérapeute. Pour moi, le champ des possibles. Mais quand on se définit d'une certaine façon, on se fige, parce que même quand on se définit en tant qu'hypnothérapeute, on a l'image de soi qui est le praticien d'une discipline. Donc, d'une certaine façon, c'est un processus qui se fait, mais pour toute chose. Et après, effectivement, on peut le regarder de l'extérieur. Mais ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, et justement, je vais en profiter pour parler de deux techniques. Il y a la technique de la ligne du temps, qui va nous permettre d'aller explorer, que ce soit le passé ou là, le futur, s'arrêter à certains moments où le temps a été figé, justement. Et on va faire en sorte que la fixation à un instant T, ça n'identifie pas la personne.
Si elle a été figée à l'âge de 15 ans parce qu'elle a reçu une gifle, ouais, mais là, à l'âge de 51 Ou ans... parce ben, qu'elle a reçu une bonne note aussi. oui, oui. Ça m'est arrivé, je crois, une fois ou deux fois dans ma vie, d'avoir une bonne note à 15 ans. Et le truc, c'est que l'idéal, c'est de démystifier tout ça, de défiger, de remodeler Kamel grâce à des process. Tout à l'heure, on parlait de neurosciences. Franchement, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain glissant parce que les neurosciences, c'est tout un monde. C'est des neuroscientifiques qui font ça. Mais l'idée est que nous, en tant qu'hypnothérapeute, on va venir piocher dans toutes ces techniques qui ont été mises à l'épreuve pour emmener la personne vers son état idéal. Tu as envie de devenir Ronaldo? Oui, c'est cool. Dans 10 ans? Oui, c'est possible. Si tu t'y mets dès aujourd'hui. Et le truc, c'est que les comportements humains vont commencer à suivre. C'est vrai. Après, effectivement, on peut tendre vers la meilleure version de soi-même sur un chemin donné, effectivement, mais on peut être loin de la maîtrise, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, ou de prédisposition. Il y a une mémoire qui nous précède, qui précède même les intentions qu'on peut former sur les choses. 11h50, on a longuement décalé la respiration musicale, ça va nous faire un petit teasing pour la suite et les derniers instants de notre émission, mais nous resterons bien entendu ouverts à l'échange. Si vous voulez faire entendre des avis ou réagir à ce qu'on a dit, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Sont sur Atlantique. Tous les jours. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes de retour pour ces derniers instants d'émission avec notre invité qui est hypnothérapeute et qui est business coach. Nous sommes avec Yann Karim Chnaoui. Effectivement, on essaie de voir dans quelle mesure on peut en faire usage de cette notion d'hypnothérapie. Dans la thérapie, il y a le mot soin. Et dans l'entreprise, il s'agit de soigner des comportements. Il s'agit peut-être de soigner des attitudes pour qu'elles soient plus positive, qu'elle infuse plus positivement dans l'état d'esprit du groupe. Alors, comment on intervient davantage dans ce cadre-là? On a exploré beaucoup d'aspects. Il y a l'addiction et la phobie, il y a simplement la volonté d'être plus performant. Ça peut être beaucoup d'aspects qu'on souhaite, sur lesquels on souhaite exercer une intention, et l'hypnothérapie, ou l'hypnose entre guillemets, est un moyen. Mais dans l'entreprise, par rapport à la nécessité qu'on peut identifier quand on est responsable, de vouloir qu'il y ait une atmosphère plus positive, ou que ça infuse plus positivement entre les uns et les autres, qu'il y ait plus de fluidité, plus d'entente, de cohésion. Plus de cohésion, plus de mieux-être. Et plus de performance. Oui, parce que souvent on va organiser des événements, soit sportifs, à l'extérieur, on va se dire on va faire des team building, on va faire ceci, on va faire cela, et quelquefois on peut penser à l'hypnothérapie, mais comment ça se présente sur le terrain? S'il fallait donner un exemple et une image. Exact. Alors, en fait, moi j'accompagne des cadres en général qui sont en perte de sens. On va aller travailler sur leur identité, on va les repositionner par rapport à leur vision à eux de la performance. On va venir travailler avec des managers qui souffrent de phobie sociale, il faut bien le dire, personne n'est parfait. On va aller travailler aussi sur les équipes. Les équipes qui sont en conflit, où il y a eu des évolutions dernièrement au niveau des RH, des promotions qui n'ont pas obtenu. Oui, aussi beaucoup. Le sentiment d'injustice, il est extrêmement important en entreprise, à éradiquer. On va venir aussi travailler sur tout ce qui est procrastination, gestion du temps. On n'a pas envie, il y a quelque chose qui résiste, même inconsciemment. Il y a quelque chose qui résiste des fois. Surtout inconsciemment. Surtout inconsciemment, par rapport aux horaires, en effet, il y en a qui doivent se forcer, qui se réveillent, ils ont le stress, ils prennent du café. Par rapport aux horaires, par rapport aux tâches à faire, il y a des tâches qu'on estime être ingrates ou autres. Quoi qu'il en soit, le stress est une plaque tournante autour de tout ça. Ah oui. Vraiment. Alors pour moi, en fait, l'hypnose professionnelle, c'est vraiment une passerelle entre l'humain et l'organisation. Dès que on va au bout de l'humain, dès qu'on écoute l'humain, dès qu'on reconditionne l'humain vers quelque chose de meilleur qui vient de lui-même, tout finit par bien s'enclencher. Mais on peut espérer que le meilleur soit ce qui suit. Et ce qui suit, c'est Atlantique Midi. Nous sommes avec ceux qui reprennent le relais, Ahmed Eloua pour la tranche suivante, et nous sommes avec Leila Blarwi qui va nous présenter les actualités en avant-garde. Merci Badr. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.